Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Bonjour Médina. Bonjour Christophe. Eh ben ça y est, encore un Inside IEM qui se retrouve outside, c'est toujours la même chose. Nous sommes outside IEM et bien accompagnés avec tout ce monde, il y a du brouhaha, il y a du bruit. Voilà, mais ça c'est l'ambiance. Quelle ambiance. Ça c'est génial. Ça, depuis ce matin, j'entends pas Let's Dance, donc Just Dance, pardon. Let's Dance. Non, ça, Let's Dance c'est autre chose, c'est plutôt David Bowie. Oui. Voilà, donc on a deux invités absolument importants que je souhaiterais que tu nous présentes, qui vont participer donc à ce petit podcast. Oui, alors là ça va être un podcast haut en couleur. Nous avons donc Kayane. Je rentre directement dans le vif du sujet. Kayane qui est joueuse professionnelle. On parle beaucoup des joueurs et elle va nous parler justement du côté joueuse professionnelle. Je l'ai vue lors d'une conférence, elle exprimait l'évolution des joueuses, des stratégies et de l'économie autour justement des joueurs et des joueuses versus les performances. Après, libre elle d'évoquer les sujets qui l'intéressent. Nous avons juste à côté Michael Stora, un nom très connu, un psychologue qui allie en fait, qui étudie, qui présente énormément de sujets autour de la psychologie, des jeux vidéo, de l'humain augmenté, j'ai envie de dire aussi. Et donc je vais déjà vous saluer. Comment allez-vous tous les deux ? Ça va très bien. Depuis hier que je fais le salon, entre animation sur Tekken, sur la scène pour affronter le public, les conférences en effet sur la place des femmes dans le jeu vidéo, dans l'industrie et dans l'e-sport. Et ensuite sur l'avancée de l'e-sport en France, qui est une grande avancée avec tous les joueurs professionnels, les équipes et les organisateurs d'événements et le public français aussi. Ouais, qui répond bien. Le public français répond très très bien. On est parmi les meilleurs publics au monde. C'est incroyable. Il y a plus d'ambiance dans les salles de e-sport que dans des salles de foot. C'est clair. Le PSG à côté, c'est rien du tout. C'est incroyable. Moi, je suis assez... et on est vraiment... je pense qu'on est bien fair play aussi et on encourage les deux équipes. C'est vrai ? Ouais. D'accord, ça c'est intéressant. C'est bien, c'est un bon état d'esprit. Écoutez, Michael Stora, donc psychologue et psychanalyste. Oui. Alors justement, c'est très étonnant parce que dans les jeux vidéo, on a du mal à comprendre un petit peu comment ça évolue, quelle est la tendance aujourd'hui et comment aborder le jeu vidéo dans la psychologie des jeunes. Oula, c'est une question. Ça fait beaucoup de questions. Médina commence très fort. Généralement, direct. Alors, oui. On avait dit à peu près 20 minutes. Bon. C'est pour ça. Non, mais écoutez, d'abord, je suis très content d'être là et très content aussi d'être à côté de Kayane, grande championne de jeux vidéo, alors que j'avais finalement après coup je me suis dit que je vous connaissais parce que je crois que je vous ai déjà suivi. Non, parce que j'adore aussi moi-même regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo et je trouve, même si beaucoup de parents... Donc vous êtes sur Twitch aussi ? Alors moi-même j'anime pas Twitch, mais je regarde des streamers, je regarde sur YouTube Gaming des gens jouer. Je trouve ça tout à fait génial parce que, alors il s'avère que ce qui fait que moi je me suis intéressé, c'est que je viens du cinéma avant de faire de la psycho. Et donc pour moi j'ai toujours travaillé sur l'idée que les images m'intéressent. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que moi je suis pas franchement né, j'ai connu les jeux vidéo avec les bornes arcade à 13-14 ans dans les cafés et j'ai commencé vraiment à jouer aux jeux vidéo et je me suis dit, moi qui aimais le cinéma, c'est incroyable. Alors j'ai joué à un jeu très narratif et tout d'un coup j'ai oublié le nom, mais qui m'a, comme on dit, vraiment permis de mieux saisir, c'était un jeu 3D, ce qu'il en était de cette capacité à pouvoir jouer dans l'image. Je trouvais ça tout à fait fascinant. Et finalement, quelques années après, j'ai carrément été plus loin puisque j'ai utilisé des jeux vidéo pour soigner des enfants, aussi bien du côté de l'autisme, des troubles du comportement. J'étais à Pantin. J'étais le psy-console, comme disaient les enfants. Joli mot. Le psy-console, c'était sur PlayStation 1. Bon, d'accord. Ça date. Okay, oui, mais ça date. Ça date. Mais c'est vrai que par exemple, le premier jeu que j'ai utilisé, c'était Dead or Alive. C'est de là que vient mon pseudo.
C'est vrai. Voilà. Ouais, il y a 2 personnages féminins qui s'appellent Kasumi et Ayane. Ouais. Et comme j'ai commencé les jeux de combat avec Dead or Alive et Soul Calibur, c'est de là que vient mon pseudo. J'ai mixé les 2 prénoms de mes personnages. C'est ça. Bah ouais, parce que alors moi j'étais fou de ce jeu et je me souviens que j'avais commencé à jouer avec une petite fille qui était vraiment très déprimée. Et je peux vous dire qu'à la fin de la séance, elle avait pris Zach, le grand noir. Ouais. Moi je jouais mon personnage préféré qui était comment il s'appelle, Hayabusa, je crois. Oui, Hayabusa. Les souvenirs sont là. Et elle m'avait explosé et elle était ressortie de la séance hyper fière. Donc moi c'est ça qui m'amuse, c'est comment est-ce que les jeux vidéo qu'on puisse l'utiliser en thérapie, qu'on puisse jouer, ce sont aussi des histoires, ce sont des manières d'envisager. Et c'est vrai que évidemment que comme je l'ai évoqué, puisque juste avant je faisais une petite conférence, il y a un peu une régression dernièrement avec le gouvernement, avec sa commission écran, qui a commencé à penser que à nouveau les écrans c'est dangereux et finalement ça n'appuie que sur le bouton culpabilité des parents, c'est clair, peur, ce qui est une bêtise, c'est une grave bêtise et ça fait, j'ai écrit à peu près 5-6 livres pour dire attention, arrêtez d'avoir peur, c'est mon boulot d'analyser les peurs, c'est de dire voilà pourquoi est-ce qu'on a peur, mais finalement de se rendre compte que et c'est ce que je dis, il faut partager. Moi j'ai joué avec mes enfants à Mario Kart, c'est assez banal, mais je me souviens j'avais joué à SimCity et ma fille m'avait appelé entre 2 patients en disant papa, est-ce que je dois plutôt investir dans le fer ou dans le verre, et il y a des aventures, il y a des histoires qu'on partage. Et aujourd'hui elle travaille chez Bouygues peut-être, votre fille? Alors non, alors c'est marrant, non mais c'est fou parce que elle est en terminale, mais elle veut devenir architecte. Donc elle me dit tiens, je fais le lien maintenant. Est-ce que c'est magique un podcast? J'aurais une question à poser. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de... Pourquoi pas, oui, j'ai eu un patient qui est devenu réellement pilote d'avion parce que quand vous jouez à Flight Simulator, le guide qui est pas n'importe quoi, qui est en anglais, ce sont les vraies procédures. C'est clair. Et ça l'a formé véritablement. Donc oui. Voilà, après je sais pas si Kayane vous auriez envie de faire des sports de combat dans la vraie vie. J'en fais vraiment. Oui, en plus. Ouais, je fais du Muay Thai et du kickboxing et avant ça j'ai fait de la boxe française. Et ça aide? Alors attention, attention. On transporte pas le cardio malheureusement pour vraiment l'entraîner à part. Mais justement, avec les expériences immersives, on a la même vision quand on joue à un jeu de combat que quand on affronte quelqu'un dans la vraie vie. En sparring, évidemment. D'accord. Mais c'est chouette, je voulais faire le rapprochement justement entre les jeux de combat que j'ai pratiqués depuis toute petite et j'avais toujours envie dans ma vie de pratiquer des arts martiaux, des sports de combat pour faire un peu comme mes personnages préférés. Et c'est plus tard, quand j'ai eu accès à un peu de sous-sous pour pouvoir me payer un club de sport de combat, et j'ai commencé avec la boxe française. Et j'avais tout de suite cette vision, la même vision que quand je joue à un jeu de combat contre quelqu'un que je connais pas. On fait beaucoup de sparring quand on fait de la boxe. Chaque minute, par exemple, on va avoir un adversaire différent et c'est des combats amicaux, mais on affronte des gens différents et en l'espace de 5 secondes, on doit déjà comprendre un peu les forces et faiblesses de son adversaire. Quand on a des faiblesses, il ne faut pas les montrer. Typiquement, si on n'a pas de cardio et qu'on est essoufflé, il faut montrer que justement, tout va bien. C'est bien, il nous donne des astuces. Self-control sur ses émotions aussi. Self-control sur ses émotions, en montrer le moins possible, même si on est en souffrance. Et dans les jeux de combat, c'est pareil. En fait, on va exploiter les faiblesses de son adversaire au maximum et pas montrer nos propres faiblesses. Et si, comme on est dans les jeux de combat, en tout cas, souvent côte à côte face à notre adversaire, si on tremble parce qu'on a peur, parce qu'on stresse, il ne faut pas le montrer. Il faut vraiment avoir l'air confiant. C'est pire que le poker, en fait. C'est vraiment un jeu où, en fait, on doit avoir un peu la poker face ou au contraire montrer un surplus d'émotions pour intimider son adversaire. Ça dépend des personnalités de chacun, mais en tout cas, il ne faut pas montrer de la faiblesse, il faut montrer de la force. Et dès la poignée de main, avant d'affronter son adversaire, il faut montrer qu'on est là, quoi. J'ai vu qu'il y a une poignée de main qui est toute molle. Alors là moi, je gagne en confiance. C'est pire qu'un entretien d'embauche, en fait. Parce qu'en fait, c'est pareil. Quand la poignée de main, elle est un peu molle, on se dit, oulala, on va passer un mauvais quart d'heure avec le candidat. Ça va être un peu mou là-dessus. Et là, oui, c'est ce que je me dis. S'il y a quelqu'un qui est très confiant, qui a une poignée de main ferme et tout, je sais qu'il a confiance en lui, qu'il n'a pas peur. Mais au contraire, si quelqu'un qui est stressé, qui tremble à ce moment-là, je sais que si dans le combat, si dans le match, il y a un moment donné où ça se joue à pas grand-chose, au pixel de vie près,
Je sais que si je suis plus patiente que lui va faire une erreur sous le stress. D'accord. Donc je vais abuser de ce genre de choses. Cette approche justement d'étudier l'expression de la personne, etc. Bon, en fait, ce sont les compétences surdéveloppées en fait dans le sport. C'est exprimé un petit peu plus avec force. Et je vous ai vu sur scène en train de danser. Donc il y a eu. Alors là, c'était pour faire plaisir à mon amie Dina, qui est championne de Just Dance. Voilà, la championne de Just Dance était là. Elle a fait participer le public. Et alors, il y a une autre attitude justement à avoir. On voit que dans les jeux vidéo, il y a plusieurs styles, plusieurs comportements. Comment est-ce que vous analysez ça aujourd'hui? Parce que les parents ont peur, mais il y a aussi le plaisir qu'on peut avoir. On confirme, nous, on est une école qui forme au métier du jeu vidéo. Donc, quand on fait les journées portes ouvertes, les enfants qui sont là, oh, mais non, mais moi je veux faire un métier de jeu vidéo, game artiste, game designer, game programmeur. Et les parents sont en totale panique. Mes parents ils étaient en panique. Vivre du jeu vidéo, au secours. C'est clair. Venant d'une famille asiatique en plus, où on me disait tout le temps d'être ingénieur informatique, de faire des métiers sûrs, d'être en CDI, c'était un peu la base en fait. C'était la sécurité. La sécurité avant tout. Et moi je suis la dernière de ma famille en fait. J'ai 2 grands frères de 7 ans et 11 ans de plus que moi, qui ont eux-mêmes réussi leurs études. Ils sont ingénieurs tous les 2. Donc je pense que la pression familiale y est pour quelque chose aussi. Mais j'étais la petite dernière qui peut être un peu créative et qui peut faire un peu ce qu'elle veut de sa vie, parce que les 2 autres ont réussi. Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas. J'ai réussi à ma manière. La notion de réussite est différente, c'est tout. Mais c'est intéressant cette idée, en effet, de se dire, alors d'autant plus lorsqu'on est pro-gamer, mais la question c'est que maintenant, je trouve que ça a un peu évolué. C'est-à-dire que lorsque des jeunes disent, tiens, j'aimerais bien faire des études autour du jeu vidéo, les parents se renseignent, ils voient qu'il y a quand même, c'est un métier où on embauche, même s'il y a eu dernièrement malheureusement des périodes où on a désembauché. Mais j'ai une petite anecdote par rapport au fait que moi j'ai eu un patient, parce que moi je reçois les jeunes où les parents disent il est complètement accro, il est addict. C'est vrai. Et le jeune, l'ado me dit ma mère elle comprend rien, mais la semaine dernière j'ai touché 2000 €. Je lui dis quoi? Il dit oui, il s'avère que je suis dans le top 50 de Fortnite France. Et donc et je lui dis ok, je voudrais vérifier. Donc il m'a donné son pseudo. On a vérifié sur internet. J'avais affaire à un champion. Donc je reçois la mère pour lui dire écoutez, voilà votre fils. Elle voulait rien entendre. Une semaine après, parce qu'il augmentait, il était très très bon. Et finalement, il dit écoutez, j'ai reçu l'appel d'une équipe pro. Ils veulent l'embaucher, ils veulent le prendre, donc il va rentrer dans une équipe comme pro gamer. Et donc voilà, c'est vrai que là, ça a l'air plus compliqué pour les parents. Quoi, tu veux devenir champion de jeux vidéo? C'est plus facile à convaincre quand il y a une rentrée d'argent. Quand il y a une rentrée d'argent, oui. Oui, alors c'est ça. Ça peut être. C'était un petit déclencheur ici. Non, mais je trouve que vous avez des parents vachement tolérants, parce qu'il y a des parents qui se sont dit mais champion de jeux vidéo, mais ça veut dire quoi? Et même si en effet ça ramène de l'argent, je peux entendre, il y a quand même l'idée de qu'est-ce qu'il va faire après, comment ça se passe, surtout que... Mais ça a toujours été comme ça. Moi, je vais juste faire un parallèle avec... moi, je suis d'origine... J'ai fait une formation publicitaire. Quand Jacques Séguéla dit « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle croit que je suis pianiste dans un bordel ». Donc, en fait, on voit bien qu'à chaque génération correspond son lot de métiers qu'on n'ose pas mentionner. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes, et j'en ai 3 à la maison, donc j'en ai un qui va être youtubeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut qu'il ait des gens qui le suivent. Mais pour revenir au champion de jeux vidéo, des études, il y a une grande neurologue qui s'appelle Daphné Bavelier en Suisse qui a énormément travaillé sur le cerveau des pro-gamers et entre autres sur des jeux de tir. Malheureusement, on commence à percevoir que le joueur à partir de 24-25 ans, il sera moins performant qu'un jeune de 17 ans dans les jeux de tir. Et donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on commence à voir des vrais pro-gamers qui à un moment prennent des retraites anticipées, entre guillemets. Donc il faut reconversion. La reconversion. Il y a une équipe pro ici, là, Rogue, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, BK Rogue. BK Rogue. L'équipe d'Asus. C'est l'équipe d'Asus. Bon, nous, on travaille en ce moment avec un laboratoire universitaire sur la santé des pro-gamers, sur la santé mentale des pro-gamers, parce que il s'avère que entre le joueur de LoL, le joueur de Valo, etc., c'est des manières très très différentes d'envisager. Donc voilà, je pense que c'est un avenir. Et moi, je l'accueille. Au contraire, je trouve que c'est tout à fait intéressant. C'est bien, ça répond à la question justement des différents profils des personnes qui jouent au jeu. Moi, je viens de l'univers des maisons de disques et c'était les mêmes craintes finalement, puisqu'on parlait simplement des saltimbanques qui chantaient, mais qui faisaient de l'argent aussi et qui prenaient aussi plaisir
c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, les gens vont quitter leur peur parce que finalement, le smartphone, on en a eu peur, ça fait partie de notre quotidien. Et alors, les jeux vidéo, qu'en est-il? Le e-sport, le gaming, tous ces mots. Je pense que on a de moins en moins besoin de justifier, de définir ce qu'est l'e-sport, justement, avec toutes les tables rondes, conférences et événements qui sont créés de part et d'autre. On a aussi on a plein de documentaires qui se sont faits aussi pour présenter le sujet et montrer qu'il y a des personnes qui en vivent. Et c'est pas que les joueurs professionnels. Au contraire, quand on organise un événement, on a aussi tout plein de métiers autour de l'événementiel dont on a besoin, dans l'audiovisuel aussi. On a besoin de tous ces métiers-là parce que déjà, il faut organiser un événement physique, mais il faut aussi le retransmettre sur Twitch, sur YouTube. Et donc, cette transmission-là, c'est la même qualité qu'une émission de télé. Et derrière, c'est plein de métiers différents. On n'a pas besoin d'être joueur pro pour vivre de ce métier-là. Et il y a plein de jeunes qui ne sont pas forcément bons pour être joueurs professionnels, pas forcément bons pour être youtubeurs ou streamers, mais il y a plein de métiers dont on a besoin dans cette industrie maintenant. Et c'est ça aussi que je fais passer comme message à tous les jeunes qui veulent être youtubeurs ou streamers ou joueurs professionnels, parce que c'est ceux qu'on voit le plus à la caméra, mais il y a plein de métiers dont on a besoin. Oui, ça a déjà évolué pas mal sur le sujet. On voit par exemple des animateurs comme Hugo Décrypte qui fait un carton même auprès de tout le monde, pas que pour des jeunes. Il a une équipe de 30 personnes derrière lui. Il a de nouveaux projets chaque semaine. On voit que ça ouvre. Moi, c'est cette polyvalence qui est souvent intéressant quand on est dans la transmission du savoir. C'est essentiel. Concernant le jeu vidéo, puisque alors je fais un peu de pub, je sors avec une chargée de mission au Sénat, Loïse de Lyonnais, un livre qui va être ce qu'on appelle des livres blancs, qui est diffusé, qui est donné aux députés, sénateurs, médias, qui va s'appeler Jeux vidéo et société. Et on est rentré un peu dans le détail. Pour tout vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a à peine 1 an et demi, lorsqu'il y a eu les émeutes en banlieue, Macron a sorti que c'est à cause des jeux vidéo. Alors il est revenu après, c'est-à-dire tout n'est pas encore simple, mais paradoxalement, ça plaît beaucoup aux ados, parce que ça en fait une culture transgressive, à force de diaboliser, c'est pas un plaisir de vieux. Alors qu'il y a des gens 50 ans qui sont des gros gamers, et il y a des gens même de plus. L'âge moyen, c'est 45 ans du joueur. Ouais, mais on va dire la grande majorité, ça reste des ados, du point de vue. Mais c'est vrai que les seniors, ce qu'on appelle les seniors, les silver gamers, il y en a énormément. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après, il y a quelque chose qui va peut-être évoluer. Là où je pense qu'il y a le problème, c'est que les gens adorent agiter les peurs. On adore agiter les peurs, entre autres sur la question de la violence, qui est une grande bêtise. Mais par contre, là où il y a des choses à faire, et ça c'est un vrai souci, c'est ce qu'on appelle les dark patterns dans le domaine du jeu vidéo. Vous avez Célia Audan qui a été l'UX designer par exemple de Fortnite, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle Ethic for Game, parce qu'on commence à voir qu'il y a aussi des gros soucis concernant la protection des mineurs dans la manière dont ils jouent, c'est-à-dire les modèles payants, les freemium. C'est-à-dire qu'il s'agit de penser qu'il faut peut-être être un peu plus informé, un peu plus intelligent que simplement avoir un point de vue, c'est quoi ce truc débile où ça crée la violence, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en ce moment dans un truc, connaissant un peu les gens dans le gouvernement, je peux vous dire que Macron est pris lui-même dans une sorte de paradoxe, mais parce que son épouse, que vous connaissez, est une dame d'un certain âge qui a très peur des écrans, mais vraiment. Et c'est elle qui a mis un peu en place tout cela, et je pense que ça serait bien de faire évoluer les choses pour essayer d'être un peu plus intelligent. C'est clair. Voilà. C'est un vaste sujet. Et Kayane, merci parce que ça répond à une question que j'allais poser. On est presque en télépathie. Ou en Bluetooth, Christophe. C'est ce que je dis. Quand on parle avec Christophe, on dit on est en Bluetooth parce qu'on se parle plus finalement. Kayane, justement, question féministe ou féminine. On parle souvent des femmes dans le jeu. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes et à ces hommes aussi qui s'interrogent? Il y a aussi des mouvements de femmes qui luttent contre le sexisme en ligne. Qu'en est-il? Alors on est dans une période où il y a beaucoup de toxicité dans les réseaux sociaux et dans les matchs, dans les
dans les jeux qu'on peut jouer en ligne. Et ça, je le remarque en particulier ces dernières années. Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui jouent et qui sont streameuses et qui partagent en fait des clips où elles vont faire face à des hommes qui vont les pourrir en match, les insulter, leur manquer de respect, faire des menaces de mort, etc. Donc quand il y a eu le mouvement MeToo qui s'est propagé sur Twitter notamment, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné de ça dans les jeux vidéo, dans les studios de jeux vidéo, mais aussi dans leurs streams, dans leurs performances e-sportives. Et ça a beaucoup éclairci pas mal de choses, je pense, dans l'industrie, où on se disait, je croyais que c'était qu'une exception, je pensais que c'était vraiment des cas uniques. Et en fait, non, ça se propage énormément. Il y a beaucoup de cas. Il y en a beaucoup qui sont silencieuses face à ça parce qu'elles avaient peur de ne pas être écoutées, de ne pas être prises au sérieux. Et le fait qu'il y ait des mouvements comme ça qui montrent que justement on doit faire face à ça toute seule, ça a permis à ces hommes de comprendre qu'il existe véritablement du sexisme dans le jeu vidéo, du harcèlement, et il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que c'était aussi grave. Et le fait qu'ils le comprennent maintenant fait que, je pense, il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui nous défendent, qui essayent de nous protéger, et parfois pas de la bonne façon. Il y en a qui le font toujours maladroitement, mais je pense qu'il y a une sorte de tendance où les hommes comprennent mieux et essayent, tant bien que mal, de défendre les femmes. Et les femmes aussi, je pense qu'elles ont moins peur de balancer ce genre de cas, parce qu'elles se sentaient mal pendant un moment. Et aujourd'hui, le fait que ce soit plus propagé, le fait que ce soit plus répandu, ça fait qu'elles osent davantage et elles reçoivent beaucoup plus de soutien qu'avant. Je me permets une petite remarque parce qu'il s'avère que j'ai donc créé l'école des héros et la graphiste s'appelle Anna Bressan et qui est dans le mouvement Women in Game, très très active. Et donc c'est vrai que la question, et d'ailleurs à une époque, Webedia m'avait demandé de bosser avec eux parce qu'il y avait des gros problèmes avec un de leurs forums qui s'appelle jeuxvideo.com blabla 1825, où vous avez le marécage de tous les gamers les plus sexistes, les plus fachos d'ailleurs, il faut le savoir. D'ailleurs, des fois c'est pas des gamers, c'est juste des gens qui viennent se défouler sur ce forum-là. Tout à fait, donc cette question, et ce qui est vrai, c'est que le gamer de base était avant tout un garçon, et c'est vrai, disons, dans la représentation, qui avait un problème avec les femmes, souvent. C'est un peu une caricature ce que je dis, mais malheureusement, ça dure encore un peu. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, heureusement. Le fait que maintenant il y ait des équipes, et à l'époque, il y a 15 ans, Ubisoft avait une équipe de gameuses qui s'appelait les Bad Girls, et moi j'avais demandé, mais pourquoi vous appelez les Bad Girls ? Parce que ça rassure Ubisoft. En gros, si on est une joueuse, on est une bad girl. Il y avait donc ça évolue, mais c'est vrai que ça met du temps. Et évidemment, je pense que c'est le MeToo dans le domaine du jeu vidéo, c'est un vrai combat. Aussi bien dans les industries, parce qu'il y a eu énormément de problèmes, mais aussi de la part des joueuses et des streameuses, parce qu'il y a quand même un machisme presque de gêne dans le domaine du gaming. Oui, il y a beaucoup d'efforts. Nous, on voit même dans l'école, dès l'école, on les forme, on les encourage vraiment à avoir une vision un peu plus soft, on va dire. Oui. Bon. Ça me fait penser au rap. Je viens du milieu du rap, j'ai grandi dedans. Et donc effectivement, il y avait beaucoup de virilité. Et en fait, le mot bad girl, c'est parce qu'en fait, c'est cette notion de fight, de reprendre le pouvoir, la confiance en soi, d'où l'empowerment des femmes. Il ne faut pas lancer Médina sur le rap, je vous le dis. Face à une horde, parce que un contre plusieurs, ça c'est vrai que ça arrive aussi, mais une contre plusieurs, il faut faire preuve de force. Donc les premières rappeuses étaient souvent très fighteuses, très bagarreuses, et même dans leur tonalité, c'était très bagarreuse. Maintenant, on passe sur des femmes un peu plus féminines, un peu plus qui affirment leur féminité. Donc peut-être que dans le jeu vidéo, on va voir ça. Et pour terminer, je trouve intéressant que les ados, la génération alpha, prennent des skills de femmes, notamment, et puis parfois non-genre. Enfin, il y a parfois des animaux, des choses comme ça, et cette génération se pose d'autres questions. Donc c'est aussi intéressant de voir l'évolution de tout ça. Voilà, c'était la petite conclusion que je voulais faire. Amusons-nous. Voilà, c'est ça. Super. On est ravis de vous avoir accueillis, franchement, de nous avoir accordé un tout petit peu de votre temps d'interview. Merci. Ça, c'était génial. Vous avez gâté. Voilà, merci à vous. Et puis, je vais relancer le petit générique. C'est parti. C'était top, Christophe. Ciao. Ciao.
Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.